Bonjour à tous. Dans cet épisode, je voudrais vous confier quelque chose. J'aurais beaucoup aimé être libertarien face au problème de la réglementation des produits chimiques. Ce serait beaucoup plus confortable, mais je n'y arrive pas. Avant d'être une cause militante, le libertarianisme, c'est pour moi plus comme une boussole, comme une méthode pour diagnostiquer les excès de réglementation, le surendettement public, une forme d'autoritarisme latent, même soft, et une confusion assez systématique entre le droit et la morale. Je pense que ce sont les principaux maux de nos sociétés occidentales, et c'est, je pense, le fait d'atteindre un certain point de non-retour qui cause certains bouleversements géopolitiques, mais au niveau sur le plan intérieur, une certaine, un certain, on a l'impression qu'il y a une atmosphère de changement de régime actuellement dans les pays européens. Le libertarianisme, c'est une sorte de rasoir d'Occam idéologique. Donc comment essayer de faire le tri dans certaines suppositions morales qui sont peut-être inutiles, voire contre-productives. Et puis après, on fait le tri dans les conséquences euh, que, qu'un raisonnement libertarien peut amener. Euh, Libertarianisme, c'est quoi? Le libertarianisme, c'est un courant de pensée dont je ne vais pas vous faire l'histoire euh, aujourd'hui, mais l'idée à retenir, c'est que ça place la propriété privée comme une condition fondamentale de la justice. Donc si on viole la propriété privée, on ne peut pas mener à quelque chose à une action juste sur le plan éthique. Par propriété, on entend la propriété de soi, donc de son corps, la propriété des choses que l'on crée, que l'on possède, que l'on produit, que l'on échange. Euh, Évidemment, dans des conditions limites, on peut toujours discuter, mais voilà, grosso modo, c'est vraiment ce qui conditionne, ce qui rassemble les libertariens de différents courants. Euh, une autre manière de le dire, c'est qu'on ne peut pas déléguer à une institution un droit d'atteinte à la propriété d'autrui que chaque individu ne possède pas. Et donc, la seule forme d'État qui est légitime, c'est au maximum un État minimal dans lequel l'État se concentre sur ses fonctions régaliennes, voire dans les courants plus anarcho-capitalistes, où l'on considère que même les fonctions régaliennes peuvent faire l'objet d'institutions privées avec une justice privée. Ici, mon but, c'est pas de traiter ce genre de conditions limites, parce que je considère que c'est pas très pertinent au niveau pour notre temps. La se mettre d'accord sur la direction à suivre suffit largement. Euh, mais pour ce qui est du sujet qui nous intéresse, donc la question de la réglementation des produits chimiques, euh, réglementer, pour un libertarien, signifie contraindre les uns et les autres quant à ce qu'ils doivent faire de leur propriété. Donc, on dit demande à l'industrie, on impose à l'industrie de tenir compte de certaines obligations en termes d'affichage, de partage d'informations, en termes d'étiquetage, en termes de protection des travailleurs, en termes d'encadrement des risques liés à la production et à l'utilisation du produit, à la manière de recycler et de traiter les déchets. Euh, tout ce, tout ce genre de choses impose nécessairement une contrainte physique sur le fait de faire ou de ne pas faire certaines choses. Et donc, réglementer
est donc fondamentalement illégitime, ou en tout cas extrêmement suspect. Et cette position, elle peut être fondée par rapport à deux extrêmes, pour faire simple. Soit c'est fondé sur ce qu'on appelle le droit naturel, donc à partir d'axiomes a priori, que l'on appelle donc le juste naturalisme, soit des conséquences, à partir des conséquences produites par telle ou telle action, qui est donc conséquentialiste ou utilitariste. Et ce que j'ai remarqué en pratique, c'est que les libertariens mobilisent souvent l'un pour secourir l'autre, lorsque l'application stricte d'un de ces deux extrêmes conduit à des conclusions qui sont très difficiles à assumer. Donc face à certains problèmes concrets, comme celui de la pollution chimique, le libertarien est souvent conduit soit à nier l'ampleur du problème, soit à parier sur une solution de marché dont l'efficacité, finalement, reste hypothétique. Pour y croire, ça n'engage que celui qui y croit. Et donc, c'est assez confortable comme position, parce que ça permet de ne pas avoir à trouver une solution opérationnelle sans admettre que le laisser-faire pur et simple et le fait de s'en remettre uniquement à la propriété privée peut, en tout cas, même à court terme, être insuffisant pour traiter certains dommages émergents et irréversibles. L'intuition centrale, elle reste toujours là, c'est protéger la propriété privée contre la réglementation elle-même, l'emprise réglementaire, donc l'utilisation de grandes corporations, de la réglementation elle-même pour étouffer la concurrence, le fait de soumettre l'individu à des objectifs, à des buts collectifs, donc comme la sauvegarde de la protection contre la santé humaine et les dommages causés à l'environnement, contre une forme de court-termisme politique et contre les dérives autoritaires. Mais ici, ce qu'on oppose souvent à la logique de marché pour affronter les problèmes de la pollution, c'est de dire que la pollution soulève des externalités négatives imposées à autrui sans son consentement. Donc les effets secondaires de l'activité industrielle chimique posent des effets secondaires, donc en termes de largage de produits chimiques dans l'environnement et auxquels les humains et les écosystèmes sont exposés, et qu'il n'y a personne qui peut prendre réellement la responsabilité de ces problèmes, parce qu'ils ne sont pas captés en quelque sorte suffisamment par le droit de propriété. Et à cela, la position classique des libertariens, c'est de dire que la pollution, c'est une atteinte au droit de propriété et qui peut être traitée comme n'importe quelle agression. Donc si vous imaginez la surface du globe, dans laquelle chaque centimètre carré, ou presque, a un propriétaire bien défini, et si quelqu'un constate une atteinte chimique en fait, à sa propriété privée, il est en mesure alors de mobiliser la justice pour pouvoir exiger une réparation de la part de l'agresseur. Donc dans ce cas-ci, ce serait la personne soit qui largue des produits chimiques dans l'environnement, que ce soit une industrie ou un particulier, ou un État d'ailleurs. Et que le corollaire de ça, c'est de dire que la plus grande pollution est rencontrée précisément dans les endroits qui appartiennent à personne. Et donc, la solution est toute simple, il faut définir des droits de propriété clairs sur chaque centimètre carré du sol, afin de bien répartir les responsabilités et de pouvoir clairement définir qui est l'agresseur et la victime. Et en ça, le principe du pollueur-payeur apparaît comme une tentative de réconcilier la responsabilité individuelle et la production des tiers. Mais cette position, selon moi,
est souvent, enfin, elle peut vite être insuffisante dans la pratique. En particulier parce que la pollution n'est plus, je veux dire, il y a 50 ans, la pollution, elle était assez visible. Donc il y avait les, euh, je veux dire, les fumées, il y avait le largage des déchets visible. Euh, mais mais aujourd'hui, la pollution est beaucoup plus insidieuse au sens où les problèmes toxicologiques émergents, ce sont précisément des problèmes qui sont liés à la pollution diffuse, à des effets à retardement dans des fenêtres particulières de développement, comme par exemple les perturbateurs endocriniens. Euh, et donc, et ce sont des produits, et ça vient de produits chimiques qui finalement sont partout. Donc que ce soit les PFAS, les produits qu'on utilise dans les revêtements je sais pas, des canapés, de la construction. Euh, et donc ce sont des produits qui se trouvent tellement partout que que ça devient très difficile de savoir exactement qui est-ce qu'il faut incriminer. Est-ce qu'il faut incriminer le producteur? Est-ce qu'il faut incriminer euh, la, le distributeur? Est-ce qu'il faut incriminer la société qui n'a pas produit la matière première, mais qui a produit je veux dire, le produit fini? Et donc, il y a toute la question de la chaîne d'approvisionnement, dans laquelle, à chaque maillon de la chaîne, il y a comme une perte d'information possible, euh, si bien qu'on ne peut pas départager raisonnablement les responsabilités sans une traçabilité qui est claire. Et jusque maintenant, le seul levier qu'on a utilisé pour imposer cette traçabilité, c'est la réglementation obligatoire coercitive, honnie par le libertarien. Et en fait, la pollution chimique, elle pose deux différences fondamentales avec la manière dont on s'imagine, la manière dont on voit le vol ou l'agression physique. Euh, la première, c'est que le dommage causé par la victime ne s'arrête pas à la mort de la victime. Euh, donc, une manière de le dire, c'est que quand vous agressez quelqu'un ou quand vous volez quelqu'un, vous volez une personne en particulier, euh, et cette personne peut se tourner vers la justice pour réclamer dommages et intérêts, pour qu'il y ait un jugement. Si la victime meurt, et ben en quelque sorte, le dommage disparaît. Et c'est pour ça que vous avez une quantité innombrable d'agressions qui ont eu lieu dans l'histoire humaine, qu'on finit par oublier, euh, aussi parce que, quelque part, ces agressions se sont estompées avec la mort des personnes concernées. Euh, mais sauf que la pollution chimique, comme je l'ai dit, on pourrait avoir des substances chimiques très persistantes euh, qui ont des effets à retardement, qui peuvent avoir des effets transgénérationnels. Et là-dessus, ça devient très difficile de départager clairement les responsabilités. Les dégâts sur la biodiversité dont on parle sont également tout à fait irréversibles et ne peuvent pas être forcément capturés, par exemple, par la protection d'une espèce en danger en particulier, qu'il suffirait de domestiquer, et où l'éleveur je sais pas, de la baleine ou du panda pourrait définir clairement qui a agressé sa propre propriété. Et donc, les produits chimiques et par exemple les animaux et les plantes microscopiques qui structurent les écosystèmes n'ont pas grand-chose à faire de nos contrats et de la répartition territoriale du sol euh, qui définit les droits de propriété. Donc ça, c'est un premier problème. Euh, le second problème, qui est beaucoup plus insidieux, c'est le fait que la charge de la preuve qui revient à la personne qui porte plainte devient démesurée, euh,
puisque les informations sont nécessairement incomplètes. Et donc, l'agresseur peut être conscient ou non du dommage qu'il a causé. Donc on imagine on aime bien dire, les industriels savaient qu'ils polluaient ou qu'ils causaient des dommages, mais ils n'ont rien dit. Mais à l'inverse, vous avez aussi des choses que l'on apprend qu'a posteriori, parce que les connaissances scientifiques évoluent avec le temps. Pour les atteintes à la propriété privée classique, comme donc le meurtre et le viol, la question que le juge doit traiter, c'est: est-ce qu'un tel a commis tel fait sur telle personne à ce moment et en ce lieu? Et à l'inverse, et pour ce qui est de la pollution, le juge doit répondre préalablement à une question de fond qui est beaucoup moins évidente, qui est: est-ce qu'il est possible que telle substance réalise tel dommage en général? Donc est-ce qu'il est plausible, par exemple, que je sais pas, que tel métal cause un stress oxydatif qui, de proche en proche, donc avec différents, de proche en proche, donc au niveau, dont la résultante au niveau des conséquences physiologiques, c'est un effet, je ne sais pas, sur le système endocrinien ou sur, sur la fertilité, ou est-ce que tel PFAS est perturbateur endocrinien? Oui, mais si on change légèrement la structure chimique d'un autre PFAS, est-ce que les effets vont être le même? Est-ce que le mécanisme d'action va être le même? Est-ce qu'on peut mettre toutes les substances qui se ressemblent dans le même panier? Ou est-ce qu'il y a des différences subtiles qui font que ce serait à ce moment-là complètement injuste de mettre tous les producteurs de substances qui se ressemblent face à la même accusation? Donc, au-delà des questions particulières à traiter, il y a aussi des questions plus abstraites, scientifiques, de comment interpréter les effets délétères de telles substances sur tels organismes. Et donc là, on rentre dans une bataille d'expertise qui n'est pas à l'avantage du plaignant, parce que le coût de l'expertise et le temps de l'expertise euh, ne jouent pas du tout en sa faveur. L'évaluation toxicologique, c'est un effort de longue haleine, collectif, de long terme. Et quand je dis collectif, ce n'est pas forcément des personnes qui se connaissent au même moment, mais simplement le système de production scientifique fait que les connaissances sont diffusées de façon spontanée, et qui fait qu'une idée qui a été communiquée à un moment peut être utilisée par une autre personne, par n'importe quelle personne, pour construire sa propre théorie, ses propres expériences et sa propre expertise. Euh, mais donc c'est vraiment un effort de longue haleine, et, et, et la décision pour régler un problème concret se résout toujours avec des informations incomplètes, avant que la science n'ait pu faire totalement la lumière sur la question. Et puis, et puis sans compter les effets de mélange, où c'est difficile de savoir si une personne a été atteinte par une substance bien particulière, ou plutôt par des mélanges dont la composition change au cours du temps. Et donc là, à ce moment-là, ça devient vraiment très difficile, même d'isoler une seule substance qui peut avoir causé le dommage. Et donc la question, c'est: comment est-ce qu'on atteint un consentement éclairé sur ce à quoi on est exposé si l'information n'est pas communiquée dès le départ? Et donc c'est la logique fondamentale de ces milliers de pages de règlement. Mais donc à partir du moment où vous commencez franchement à voir le problème en face, il va falloir être très créatif pour imaginer une solution autre qu'une forme de coercition réglementaire. Donc sans obligation de traçabilité, il devient impossible d'attribuer correctement ses responsabilités. Et cette logique d'investigation préventive est difficilement compatible avec une approche entrepreneuriale purement spontanée, au sens où une personne qui a une idée d'application chimique, qui monte une industrie, un empire industriel,
qui commence à se faire assaillir de ce genre de questions toxicologiques, évidemment, il y a une tension entre la volonté de développer son business et toute la responsabilité derrière les questions toxicologiques que cela peut causer. Et donc, il faut une forme de division du travail en la matière. Euh, et cette division du travail n'émerge pas de façon évidente avec le marché. Vous pourrez toujours dire que le marché va récompenser la division du travail la plus efficace et qu'il suffit d'attendre que les problèmes deviennent trop importants pour que cette solution apparaisse. Mais là aussi, c'est une question de prix à payer et surtout, est-ce qu'en tenant cette position, est-ce que vous payez personnellement le prix ou non? Euh, et c'est ça qui justifie aussi la pression que l'on a pu mettre sur les politiques pour qu'ils développent ce genre de réglementation. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire sur les politiques, c'est finalement eux qui ont la responsabilité de décider de l'intérêt public, quoi qu'on en pense sur la réalité de, de, de ce principe. Mais donc on peut finalement se demander si l'encadrement le plus rationnel possible de la pollution ne relève pas d'une fonction régalienne légitime. Donc les fonctions régaliennes, c'est celles qui ont trait à la justice et à la sécurité, et qui visent précisément à protéger aussi les personnes contre un dommage avant même qu'il ne se produise. Donc lorsque la police se balade dans les rues, c'est aussi pour avoir une fonction dissuasive sur les agresseurs potentiels avant même qu'ils se produisent, et que la police puisse avoir le droit, par exemple, de contrôler telle ou telle personne, même lorsque les soupçons ne s'avèrent pas avérés. Donc c'est aussi une forme de contrainte acceptée pour une question de sécurité. Et étant donné le caractère diffus et indirect de la pollution chimique, on peut presque se demander si les réglementations ne pourraient pas faire l'objet ne pourraient pas rentrer dans le domaine du régalien. Et à cela, le libertarien vous répondra toujours que dans un marché libre, les intérêts économiques vont converger mécaniquement vers plus de transparence, parce que même une agence de sécurité privée sera incitée à prévenir la pollution comme n'importe quelle mesure d'hygiène ou n'importe quelle mesure de règlement intérieur. Et même que il peut même aller plus loin en disant que la concurrence entre les juridictions privées peut amener les industriels, les travailleurs, les citoyens, les activistes à favoriser les systèmes juridiques qui servent mieux leurs intérêts. Et c'est ça aussi la fonction d'une réglementation, c'est d'apporter une certaine sécurité juridique, parce que quand les règles sont claires, stables et prévisibles, alors le business peut prospérer les investisseurs, par exemple, sont plus enclins à prendre des risques parce qu'ils peuvent se concentrer uniquement sur le risque de marché et pas sur le risque de conformité. Et d'ailleurs, l'expérience montre que l'introduction d'une nouvelle réglementation est souvent combattue par l'industrie avant que, lorsque l'introduction de la réglementation elle-même devient inévitable, l'industrie finit par internaliser ces réglementations et finit par se poser la question de quels avantages compétitifs elle peut en exploiter. Et donc, l'expérience, ce qu'elle montre aussi, c'est que l'assemblage de connaissances toxicologiques est toujours souvent bien en retard avec l'apparition de polluants émergents. Donc, si on veut vraiment apporter cette sécurité juridique par rapport à des effets à retardement, c'est difficile de ne pas converger vers des standards réglementaires finalement très élevés, même dans le cadre d'un système privé. Et au fond, si vous prenez au sérieux la question de la pollution chimique sans vouloir aboutir à l'enfer bureaucratique
que nous connaissons, le problème à traiter est double. En fait, la première chose, c'est comment éviter que l'accumulation de contraintes juridiques finisse par peser et par verrouiller le débat scientifique lui-même, nécessaire à la production de connaissances et d'expertise. J'aime bien dans cette chaîne vous parler de capture réglementaire du problème, au sens où des hypothèses scientifiques concurrentes face à l'effet de telle ou telle substance finissent par être verrouillées en une seule et qui devient norme juridique. Et tout l'enjeu, c'est comment éviter comment sortir en fait de cette dérive, même dans le cadre d'un système de marché. Et la deuxième question, c'est comment créer une structure de marché qui récompense la production de connaissances toxicologiques opérationnelles et de façon relativement indépendante des dommages directs qui justifient des problèmes concrets. Des problèmes, je veux dire, un plaignant bien identifié envers un agresseur bien identifié, et de façon préventive. Je n'ai pas de réponse fixée, figée, stabilisée à ces questions. Mais voilà, c'est en cela que le libertarianisme, au sens avant tout comme une méthode, permet de clarifier aussi les problèmes que nous connaissons dans notre temps. Je vous laisse, vous et vos amis libertariens ou non, méditer là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.